Jamais personne pourrait imaginer qu'un escroc puisse vendre la Tour Eiffel, ça n'existe pas. Il a vendu la Tour Eiffel. Pas une fois, mais 2 fois. Paris, mai 1925. La France pense encore les plaies de la Première Guerre mondiale. Le pays est endetté, fragilisé et inquiet pour son avenir. Au cœur de la capitale se dresse un monument que personne n'imagine menacé. Un symbole national. Un géant de fer de plus de 7000 tonnes visible à des kilomètres. La Tour Eiffel. À cette époque, elle n'est pas encore le monument sacré qu'elle est aujourd'hui. Elle coûte une fortune en entretien. Elle rouille. Et certains responsables politiques se demandent déjà si elle ne serait pas un problème. C'est précisément à ce moment précis qu'un homme va entrer en scène. Un homme élégant, cultivé, polyglotte, calme, presque effacé. Son nom, Victor Lustig. Et cet homme va réussir quelque chose d'impensable. Pour crédibiliser son arnaque, il va les attirer plus près de lui en leur montrant les coupures de journaux. C'est exact, on va bien toucher à la Tour Eiffel. Et à partir de ce moment-là, le tour est joué. Il va vendre la Tour Eiffel, une première fois, puis tenter de la vendre une seconde fois. La deuxième échouera, mais la première fonctionnera parfaitement. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat de toute une vie passée à comprendre comment manipuler les êtres humains. Un arnaqueur, c'est quelque part un bon psychologue. Et dès sa descente de la Tour Eiffel, il sait exactement le dindon qu'il a choisi. Car Victor Lustig n'est pas un simple escroc. Il n'est pas un voleur opportuniste. Il est autre chose. Un stratège, un psychologue, un metteur en scène du mensonge. Avant la Tour Eiffel, il a escroqué des passagers à bord de paquebots de luxe. Et c'est bien sûr aux premières classes que Lustig va s'en prendre. Il a l'éducation pour ça, puisqu'il parle 5 langues. Donc en un an, il y avait 25 traversées qui reliaient donc l'Europe aux États-Unis. Et donc il va plumer pendant 7 ans un nombre incroyable de passagers. Il a vendu de fausses machines capables de fabriquer de l'argent. Lustig a quand même une confiance en lui vraiment insensée. Il a ruiné des industriels persuadés de faire l'affaire du siècle. Il a escroqué un parrain de la mafia comme Al Capone. Lorsque Lustig va rencontrer Capone, c'est pour lui prendre de l'argent. Mais en définitive, lui, il a 30 ans. Il sait que c'est dangereux, il peut y laisser sa vie. Qui, ironie suprême, deviendra son protecteur sans jamais savoir qu'il avait été grugé. Il a manipulé des banquiers, des diplomates, des hommes d'affaires. Il a menacé l'économie des États-Unis avec des faux billets. Lustig, c'est un des premiers à avoir inventé le blanchiment de fausses monnaies. Alors, à cette époque-là, il fréquente beaucoup les champs de course, il est très connu des hippodromes américains. Il a traversé l'Europe et les États-Unis sous des dizaines de fausses identités. Il a signé des contrats officiels avec de faux noms, de faux titres, des documents parfaitement crédibles, et humilié des hommes convaincus d'être plus intelligents que lui. Mais c'est après la Tour Eiffel qu'il deviendra l'un des hommes les plus recherchés par les autorités de plusieurs États, notamment les États-Unis. Mais pour comprendre comment on peut vendre un monument national, il faut comprendre qui était vraiment Victor Lustig. Car cette histoire ne commence pas à Paris. Elle ne commence même pas en France. Elle commence bien plus tôt, dans une Europe instable, avec un enfant qui observe, qui écoute, et qui comprend très tôt une chose essentielle. Les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent une histoire dans laquelle ils ont envie de croire. Dans ce documentaire, raconté en plusieurs parties, nous allons suivre l'intégralité du parcours de Victor Lustig, son enfance et sa construction mentale, ses premières escroqueries, ses techniques de manipulation. Le critère numéro 1 de l'arnaqueur, c'est on présente bien, on a du bagou et ça y est. Les arnaques qui l'ont rendu célèbre. La vente de la Tour Eiffel, étape par étape. La tentative de revente. La boîte roumaine qui rend les hommes fous. Sa traque internationale. Son arrestation. Sa prison. La rencontre avec Capone. Et sa mort. Tout sera expliqué. Rien ne sera romancé. Rien ne sera glorifié. Et à la toute fin de cette série, une question restera suspendue. Comment un seul homme a-t-il pu tromper des États, des institutions et des élites financières convaincues d'être intouchables? Avant de vous révéler les coulisses exactes de la vente de la Tour Eiffel, avant d'entrer dans les bureaux, les faux documents, les réunions secrètes et les victimes, je dois vous emmener ailleurs, là où tout a commencé, car Victor Lustig n'est pas devenu ce qu'il est par hasard. Et si, après cette vidéo, vous souhaitez que je réalise un documentaire complet sur l'histoire de la Tour Eiffel, de sa construction à aujourd'hui, ses secrets, ses polémiques, ses zones d'ombre, cliquez sur le bouton Booster.
Si le sujet vous captive, je m'y engagerai à 200%. Voici l'histoire complète de Victor Lustig, l'homme qui a vendu la Tour Eiffel 2 fois. Victor Lustig naît le 4 janvier 1890 dans une région montagneuse de Bohême, alors partie de l'Empire austro-hongrois, une Europe en sursis. Les empires vacillent, les frontières bougent, la noblesse s'effrite, la bourgeoisie monte en puissance. Il grandit dans une famille de notables modestes. Son père est maire du village, pas riche, mais installé. Suffisamment pour offrir à Victor une éducation solide. Et surtout, plusieurs langues. Français, allemand, tchèque, anglais. C'est son éducation bourgeoise, en définitive, qui va aider Lustig. Il a été à l'école, il a une bonne diction, il parle 5 langues, il a de bonnes manières. Et dans une vie d'arnaqueur, ça compte énormément. Dès l'enfance, un trait frappe ceux qui le côtoient. Victor est calme, discret, mais extrêmement attentif. Il parle peu, il observe beaucoup, il écoute, il comprend. Il comprend très tôt que le monde est une scène, que les adultes mentent constamment, pour sauver les apparences, pour préserver leur rang, pour éviter le ridicule. Et il voit que ces mensonges fonctionnent. À l'adolescence, il entre dans un internat réputé, un lieu censé former l'élite. Mais derrière les murs, il découvre autre chose. L'hypocrisie, les abus de pouvoir, l'arrogance de ceux qui se savent protégés par leur statut. Un épisode le marque à jamais. Un professeur abuse de son autorité. Victor tente de se défendre. L'institution protège l'homme en position de force. La vérité ne suffit pas. La position sociale décide de ce qui est cru. À partir de ce jour, Victor ne cherche plus à être juste. Il cherche à être crédible. Plutôt que de rejeter ce système, Victor décide de l'exploiter. Il comprend que les gens veulent croire ce qui les arrange, ils font confiance aux symboles de pouvoir. Et surtout, ils détestent admettre qu'ils ont été dupés. C'est une règle fondamentale de l'escroquerie moderne. Et Victor Lustig en fait très tôt son principe central. À la fin de son adolescence, il quitte l'Europe centrale. Et il a quand même un goût de l'aventure, un goût de voir le monde qui est en train de changer. Il y a plein d'inventions qui sont en train d'émerger. Donc il se dit, moi j'ai envie de voir autre chose. Donc il part d'abord à Paris. Il voyage, il observe, il expérimente. Et un jour, il monte à bord d'un paquebot transatlantique. Ces villes flottantes où se croisent les fortunes du monde entier. Un terrain de jeu idéal pour un jeune homme qui a déjà compris que l'apparence ouvre toutes les portes. À partir du moment où il s'autorise la transgression, c'est une brèche qui est ouverte à quelque chose qui était quand même une carapace un peu rigide. Et à partir du moment où cette brèche est ouverte, eh bien, il s'y enfonce, je dirais, et puis il peut tout à fait s'organiser sur ce mode transgressif. À 17 ans, Victor embarque sur le SS Batavia, traversée de 15 jours. Il passe ces 15 jours assis à une table de poker. Donc il va commencer tout jeune, il a seulement 17 ans quand il embarque pour le Nouveau Monde, ce qui correspond aussi à son envie d'aller voir le monde, d'aller plus loin. Pendant 7 ans, il va faire des allers-retours entre l'Europe et les États-Unis. 25 traversées par an, des milliers de passagers. Et pendant 7 ans, il va apprendre. À bord, tous les vices, on trouve de tout, de tout. Donc il apprend. Et surtout, les premières classes. Il parle 5 langues, il est élégant, il est calme. Alors sur ces paquebots, il y a plusieurs classes, et c'est bien sûr aux premières classes que Lustig va s'en prendre. Il a l'éducation pour ça, puisqu'il parle 5 langues. Donc en un an, il y avait 25 traversées qui reliaient donc l'Europe aux États-Unis. Et donc il va plumer pendant 7 ans un nombre incroyable de passagers. Il inspire confiance immédiate. Il ne vole pas. Il vend des idées, des promesses, des opportunités. Il apprend à tricher aux cartes avec des professionnels chevronnés. Il apprend à repérer les failles psychologiques. Il apprend à choisir ses cibles. Les hommes riches, mais orgueilleux, convaincus d'être plus malins que les autres. C'est exactement le profil dont il aura besoin plus tard. Pour vendre une tour Eiffel, pour manipuler un parrain de la mafia, pour retourner un détective contre son propre employeur. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les transatlantiques deviennent dangereux. Victor est contraint de débarquer définitivement à New York. Il a 24 ans. Il a 7 années d'entraînement intensif derrière lui. Il est prêt à passer au niveau supérieur. Le fruit qui résulte de cette transgression donne accès à une certaine puissance, à un certain pouvoir.
Et puis petit à petit, la jouissance de ce pouvoir n'est plus suffisante à la satisfaction qui a été obtenue une première fois. Et c'est pour ça que petit à petit, il y a une escalade effectivement dans ce mode de transgression. À New York, Victor Lustig ne se contente plus de survivre. Il construit un personnage, un masque parfait, le comte Victor Lustig. Famille austro-hongroise ruinée par la guerre. Noble déchu, mais toujours élégant, toujours courtois, toujours crédible. Lustig, il se construit sa propre légende. Il se fait appeler comte Lustig. Il prétend qu'il est d'une riche famille austro-hongroise et il dit que sa famille a été contrainte à l'exil après la guerre et l'indépendance de la Tchécoslovaquie et qu'il peut mener un train de vie assez aisé grâce à la fortune qu'il a réussi à sauver après la fuite. L'histoire que raconte Lustig correspond point pour point à ses manières, à son éducation, à sa façon de vivre. C'est pour ça qu'on va le croire, c'est pour ça que ça va marcher. Dans le Missouri, en 1922, il repère une ferme en ruine appartenant à un banquier local. Victor se présente comme un acquéreur providentiel. Avec l'achat de cette ferme, il commence à scénariser ses coups. Donc c'est plus seulement un manipulateur de cartes, ça devient véritablement un arnaqueur qui apprend à manipuler et à scénariser ses coups. Il propose d'acheter la ferme avec des Liberty Bonds, bons du Trésor américain, garantis par l'État. Irréprochable, la signature a lieu dans le bureau du banquier. Les deux atouts de Lustig, c'est quoi? C'est son personnage d'abord, puisqu'il est bien mis, il parle bien, mais c'est aussi l'argent qu'il présente au banquier et qui va permettre de gagner en crédibilité, puisque ça correspond au personnage qui vend, un comte fortuné, et donc ça va rassurer énormément le banquier à lui faire confiance. Victor arrive avec une enveloppe épaisse contenant 32 000 $ en bons. Le banquier vérifie. Tout semble en ordre. Puis, pendant une conversation anodine, Victor agit. Un geste fluide, presque invisible. Il échange l'enveloppe contre une autre, remplie de simples feuilles de papier. Le banquier ne voit rien. Il rend les clés. Victor s'en va. Le lendemain, le banquier ouvre l'enveloppe. Du papier, rien d'autre. C'est son expérience de manipulateur de cartes sur les bateaux pendant 7 années qui vont lui permettre de manipuler, au nez et à la barbe du banquier, des enveloppes. Il porte plainte. Un détective privé est engagé. Il retrouve Victor dans un hôtel de New York. Victor ne résiste pas. Il monte dans le train avec le détective. Et pendant le trajet, il parle. Calmement, raisonnablement. Lustig va mettre tout son talent à essayer de déstabiliser le détective. Et en définitive, il va le persuader qu'il a raison, lui, Lustig. Si vous me ramenez dans le Missouri, tout le monde saura. Les clients de la banque apprendront que leur banquier a été dupé avec une telle facilité. Ils perdront confiance. Ils retireront leurs dépôts. La banque fera faillite. Vous voulez vraiment être celui qui aura détruit une institution locale? Le détective hésite. Il appelle le banquier. Le banquier panique. Là où Lustig est très fort, c'est qu'il arrive à convaincre le chasseur de primes, le détective, que son donneur d'ordre finalement a commis une erreur. Et donc ça, c'est très fort, puisque finalement, donc, le chasseur de primes va devenir son meilleur avocat. Il imagine les files devant les guichets, les rumeurs, la ruine. Il donne l'ordre. Laissez-le partir. En fin de compte, Lustig, qu'est-ce qu'il fait? Il a déstabilisé le banquier, à tel point que le banquier ne sait pas si c'est de son intérêt de porter plainte. Parce qu'en définitive, c'est lui qui va tout perdre. Victor ne s'arrête pas là. Il demande un dédommagement. Pour le préjudice moral, pour le temps perdu. Lustig est non seulement très convaincant, mais il est aussi très malin, puisqu'il va réclamer un dédommagement au banquier, ce qui va lui permettre de gagner en crédibilité. Et donc, ça va montrer aux pigeons qui ont déjà été arnaqués une première fois que c'est lui, Lustig, qui a raison. Le banquier, sidéré, accepte. Il lui verse 1 000 $. Victor repart, plus riche et surtout, plus confiant. Il vient de comprendre une chose essentielle. Plus une promesse est absurde, plus elle attire les esprits persuadés d'être supérieurs. Plus tard, Victor invente la boîte roumaine, une machine en acajou massif, lourde, complexe, remplie de leviers, de boutons, de compartiments secrets. Elle est censée fabriquer un billet de banque toutes les 6 heures. La boîte roumaine, c'est pas Lustig qui l'a inventée, mais par contre, lui va la perfectionner de façon à pouvoir la relancer et la rendre encore plus crédible. Un procédé chimique long, délicat, précieux. En réalité, elle ne contient que des vrais billets cachés. C'est une boîte de belle facture, elle est crédible. Et lui, c'est un illusionniste, donc son tour, il ne peut que réussir. Victor organise une démonstration.
Il place un billet de 1000 $ dans la fente. Il explique que le processus prend 6 heures. La victime attend. 6 heures plus tard, un vrai billet sort de l'autre côté. Identique, authentique. La victime est convaincue. Elle paye une fortune pour la machine. Des dizaines de milliers de dollars. Victor disparaît. Ce qui est assez incroyable, c'est la crédulité de cet industriel qui ne se pose même pas la question de savoir combien il y a de papier à l'intérieur, combien de billets peut fabriquer cette machine. Il est vraiment dans l'histoire et il ne se dit même pas comment un homme comme ça peut se départir d'une invention pareille, puisque si c'est la poule aux œufs d'or, pourquoi s'en départir? Et là encore, personne ne porte plainte. Parce que la victime a tenté d'acheter une machine illégale. Elle a voulu frauder l'État. Elle s'est mise elle-même dans l'illégalité. Le crime parfait n'est pas celui qui reste invisible. C'est celui dans lequel la victime devient complice de sa propre perte. Ce qui est génial avec Lustig, c'est qu'en vendant cette machine qui est illégale quelque part, l'arnaqué ne pourra jamais déposer plainte contre lui. Ces personnes-là, ces pigeons, ne pourront jamais porter plainte en disant « Attendez, j'ai essayé d'acheter une machine qui ne marche pas pour fabriquer des faux billets ». En 1926, à Palm Beach, Victor pousse cette arnaque à son paroxysme. Il est arrêté par un shérif local qui le reconnaît comme recherché dans plusieurs États. En cellule, Victor ne panique pas. Il sort une de ses boîtes roumaines. Il propose au shérif « Libérez-moi et je vous laisse cette machine pour seulement 10 000 $. Il fait la démonstration. Le shérif attend 6 heures. Un vrai billet sort. Il est convaincu. Il paie. Donc là, il est au top car il arrive non seulement à négocier sa liberté, mais en plus, il se fait payer. Donc ce qui va renforcer encore une fois sa crédibilité. Victor simule une évasion pour protéger la réputation du shérif. Il va s'en aller comme ça de prison la tête haute. Finalement, c'est le même procédé psychologique qui est utilisé, comme avec le détective chasseur de primes, avec l'histoire de la ferme et du banquier, ou avec l'acheteur de la Tour Eiffel. En se faisant payer, c'est ça qui va faire qu'il va être cru encore plus par ses victimes. Il s'en va. Mais le shérif, après plusieurs tentatives infructueuses, comprend qu'il a été dupé. Il traque Victor pendant 8 mois. C'est son grand talent de bonimenteur, de battleur, quelque part, qui va réussir à embrouiller un shérif, lui extorquer 10 000 $, lui vendre une boîte qui est illégale et le laisser s'évader. Il faut quand même le faire. Il le retrouve enfin à Chicago, dans une chambre d'hôtel. Il entre, arme au poing. Victor ne bronche pas. Calmement, il dit « Vous n'avez pas respecté la procédure. Vous avez mal actionné les boutons. Laissez-moi vous montrer. » Le shérif, sidéré, baisse son arme. Lustig, il a du cran quelque part, parce qu'il se retrouve devant un énergumène qui le menace d'un revolver, qui veut le couper en deux, qui lui met des taquets, et en définitive, il va le retourner de telle façon que c'est le shérif lui-même qui va croire que c'est lui qui a mal fait marcher la machine. Il a du talent. Victor manipule la machine. Rien ne sort. Il accuse le shérif d'avoir mal fait. Le shérif, humilié, croit encore. Donc le comble, c'est que le shérif se fait de nouveau avoir. Lustig, c'est un as de la manipulation mentale. Victor va plus loin. Je vous rends vos 10 000 $ pour vous dédommager. Il tend l'argent de la fausse monnaie, bien sûr. Lustig va paraître bon prince quelque part en lui rendant ces 10 000 $. Mais ce que le shérif ne sait pas, c'est que ce pognon, il est empoisonné. Le shérif repart. Quelques jours plus tard, il tente de dépenser cet argent. Il est arrêté pour circulation de faux billets. Lustig, c'est un escroc, il n'est pas prêt de lâcher 10 000 $ comme ça. Donc il fallait bien quelque part qu'il y ait une arnaque. Condamné, envoyé en prison fédérale, Victor Lustig a escroqué le shérif 2 fois. Une première fois pour sa liberté, une seconde fois pour le faire condamner. Alors ce shérif qui va en prison, finalement, c'est un petit peu ce qui pourrait arriver à toutes les victimes de Lustig si elles portaient plainte. Mais Lustig est impitoyable. En 1925, juste avant la Tour Eiffel, Victor pousse encore plus loin. Il rencontre Al Capone, le parrain de Chicago, l'homme le plus dangereux des États-Unis. C'est vraiment un choc culturel entre ces deux personnages, Lustig d'un côté, famille austro-hongroise, aristo, et Al Capone qui est un berger italien sans éducation finalement. Lorsque Capone se retrouve en présence de Victor Lustig, il est bluffé. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un individu qui est bien habillé, qui parle correctement. C'est un conte. C'est pas les gens qu'il a l'habitude d'avoir dans son entourage. Et quelque part, il va piter. Il lui propose un placement boursier miraculeux. Double la mise en 60 jours. Capone, qui accumule des millions grâce à la prohibition, veut toujours plus. Il remet 50 000 $ équivalents à environ 500 000 $ actuels. Capone va marcher et va lui remettre 50 000 $. Mais ça fait 500 000 $ d'aujourd'hui, c'est pas rien. Et quelque part, Capone a dû avoir confiance, il a été pris à ce jeu. 60 jours plus tard,
Victor revient. Il regarde Capone dans les yeux. Et il dit, presque désolé, « L'investissement a échoué. » Et donc là, bien sûr, Al Capone rentre dans une colère noire. Et avant qu'il ait eu le temps de dire quoi que ce soit, Lustig lui dit « Mais ne paniquez pas, j'ai quand même réussi à récupérer l'argent que vous m'aviez passé. » Il sort les 50 000 $. Intact. Capone est stupéfait. Donc là, il lui dit « Vous êtes quand même l'homme le plus honnête que j'ai rencontré. » Il lui dit « Ça mérite bien une petite récompense. » Dans son monde, personne ne rend l'argent. Personne n'est honnête. Il sourit. Un sourire rare. Il tend une liasse supplémentaire. 5 000 $ de récompense. Vous êtes l'homme le plus honnête que j'ai rencontré. Il va être bluffé, son fric est revenu, il n'y croyait pas. Et en retour, il va lui redonner une liasse de billets et Victor va repartir. On dira quelque part, son coup était réussi, il va repartir avec de l'argent. Victor repart, avec l'argent. Et surtout, avec un allié, un parrain de Chicago qui, jusqu'à la fin de sa vie, le considérera comme un homme de parole. Un homme qu'il protégera plus tard, sans jamais savoir qu'il avait été grugé. À ce stade, Victor Lustig n'est plus un escroc ordinaire. Il est devenu un maître de la confiance. Il sait choisir ses cibles. Il sait créer des histoires que les victimes ont envie de croire. Il sait transformer leur orgueil en arme contre eux-mêmes. Et maintenant, il est prêt pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'impensable. Un monument, un symbole national, un géant de fer que tout le monde croit intouchable. La Tour Eiffel. Paris, 1925. La Tour Eiffel n'est pas encore sacrée. Elle n'est pas encore intouchable. Pour certains responsables, elle est même devenue un fardeau. Elle coûte cher. Elle rouille. Son entretien est colossal. Et surtout, elle ne devait rester que 20 ans après l'exposition universelle. Dans les bureaux de l'administration française, certains plaisantent. Et si on la démontait? Victor Lustig, lui, observe. Il lit les journaux. Il écoute. Il comprend avant les autres. Cet article sur la Tour Eiffel, ça pourrait être un article tout à fait anodin pour le commun des mortels, mais pour des escroqueurs tels que Dapper Dan, Collins et bien sûr Lustig, ça va être complètement monté en épingle pour être scénarisé à tel point que la réalité va dépasser la fiction totalement. Et il voit une opportunité unique, un monument mondialement connu, géré par des fonctionnaires, dans une période de crise économique où personne ne veut prendre de risques, mais où tout le monde veut se couvrir. C'est exactement le terrain qu'il lui faut. Très vite, comme il a un don pour lire entre les lignes, cet article de journal va lui faire découvrir comment il pourrait monter une nouvelle combine grâce à la Tour Eiffel. Il se crée une nouvelle identité. Sous-directeur au ministère des Postes et Télégraphes, dont dépend la Tour Eiffel pour la TSF. Un titre crédible, administratif, ennuyeux, parfait. Il fabrique de faux papiers officiels, du papier à en-tête, des cachets, des signatures. Tout est précis, tout est propre, tout est plausible. Il loue des limousines. Il engage un complice qui parle un excellent français, le père Collins. Dans une affaire pareille, il y a un aspect logistique qui est très important. Chaque détail compte. Donc, il va faire fabriquer des faux documents, donc ce qui montre bien qu'il est intégré donc, dans un milieu de faussaires, que ce n'est pas le petit escroc qui vient de démarrer. Il va bien sûr louer des limousines pour être crédible d'un bout à l'autre de son scénario, pour que tout soit justifié. Donc on est dans une accessorisation totalement parfaite. Puis il sélectionne ses cibles. Pas n'importe qui. Il choisit 5 grands ferrailleurs parisiens. Des industriels spécialisés dans le recyclage du métal. Des hommes habitués aux contrats publics. Des gens qui savent que certaines décisions se prennent en coulisses. Les 5 hommes reçoivent une lettre officielle. Cachet de l'État. Langage administratif. Ton solennel. Ils sont convoqués dans un lieu prestigieux, l'hôtel de Crillon. Un détail essentiel. Victor Lustig sait que le décor fait partie de l'arnaque. Un hôtel de luxe inspire le sérieux, la légitimité, le pouvoir. Lustig a sélectionné ces 5 ferrailleurs totalement au hasard. Il n'a pas eu le temps de les observer. Donc la phase d'observation où il faut être fin psychologue, elle va réellement démarrer au Crillon. Dans une salle privée, il leur explique que la réunion est strictement confidentielle. La réunion est confidentielle. Pourquoi? Parce que l'arnaque, elle est toujours basée sur le plus grand secret. Parce que le gouvernement ne veut pas de scandale. Parce que la population n'est pas prête à entendre la vérité. Parce que la décision est sensible. Et là, il lâche la bombe. Le gouvernement veut vendre la Tour Eiffel pour la démolir. Les industriels sont sous le choc.
Alors Lustig installe un climat de confidence avec ses 5 ferrailleurs. Il leur dit donc que très peu de monde est au courant de cette transaction qui va avoir lieu et qu'il faut surtout ne rien dire pour ne pas permettre des fuites vers le ministère. Mais Victor Lustig ne leur laisse pas le temps de douter. Il déroule un raisonnement implacable. La tour Eiffel rouille. Son entretien coûte une fortune. Elle n'a plus d'utilité stratégique. La crise impose des décisions radicales. Tout est logique, tout est rationnel. Pour un arnaqueur comme Lustig, plus c'est gros, plus ça a des chances de marcher. Pour quelqu'un de normal, jamais personne pourrait imaginer qu'un escroc puisse vendre la tour Eiffel, ça n'existe pas. Et surtout, personne ne veut être celui qui parlera. Car si cette information est vraie, celui qui la révèle risque des poursuites. Victor Lustig crée ainsi un cercle fermé, un secret partagé. Il faut du secret absolu. Il montre les articles de presse, il les emmène visiter la tour, en passant devant la file d'attente avec sa carte tricolore. C'est au pied de la tour Eiffel, lorsqu'il se retrouve nez à nez avec le planton, après lui avoir présenté sa carte tricolore, que tout va se jouer. Et là, ça passe. Donc il sait que l'opération pour lui, maintenant, c'est du billard. Ça aurait pu ne pas marcher, hein. Il a joué vraiment très gros, Lustig, mais là, ça va fonctionner et la suite de l'affaire va pouvoir être réalisée. Il observe, il repère le maillon faible. La visite de la tour Eiffel, c'est pas tant pour que les ferrailleurs voient la tour Eiffel, mais pour que Lustig voit ses ferrailleurs et qu'il observe lequel a le plus envie. Il ne veut pas prendre de risques, bien sûr, il n'y a pas d'appel d'offres. Et donc, il va déceler celui qui a le plus d'étoiles dans les yeux pour en faire son pigeon idéal. Sa cible, c'est Poisson. Il va se rapprocher de lui, aller le voir à la maison, essayer de rentrer dans son intimité pour essayer de cerner quels pourraient être les problèmes qui pourraient l'empêcher d'aller plus loin avec lui. André Poisson. Un homme ambitieux, pressé, qui veut briller plus que les autres. Un homme qui manque cruellement de confiance en lui. André Poisson, c'est un homme qui manque cruellement de confiance en lui. Ça, Lustig l'a décelé dès le départ, quasiment. Et donc, c'est un ferrailleur. Donc, on sait qu'à l'époque, les ferrailleurs étaient d'immenses fortunes, qui sent avec l'opportunité que lui propose Lustig que son heure est en train d'arriver, qu'il flaire un bon coup. Et donc, ça va lui permettre de voir sa gloire monter. Et donc, c'est plus facile, bien sûr, pour Lustig de manipuler quelqu'un qui est arriviste comme Poisson que quelqu'un qui est déjà arrivé. Victor l'invite chez lui. Il pénètre dans son intimité. Il découvre que la femme porte la culotte. Donc il va falloir qu'il trouve des arguments plus forts. Et là, il va se faire passer pour un fonctionnaire véreux. Il sent la faille. Il avoue, presque à voix basse. Les fonctionnaires sont mal payés. La vie à Paris est chère. Un geste serait apprécié. À partir du moment où il va passer pour un fonctionnaire ripou, qui va prendre ses lettres de noblesse vis-à-vis de Poisson et que Poisson n'écoutera plus sa femme. Il est convaincu. Poisson comprend. Il verse un pot de vin conséquent. À cet instant, il est perdu. Il associe finalement sa victime comme complice dans son escroquerie parce qu'il repère effectivement de façon inconsciente, il repère sa faille narcissique et il repère le fait qu'effectivement il peut répondre, il peut combler un désir et un idéal de puissance. Et la transgression le lie effectivement à sa victime. Il a commis une faute. Victor détient un levier absolu sur lui. Il valorise par la même occasion son action, puisque s'il demandait quelque chose de gratuit, Poisson se dirait finalement je pourrais le demander à n'importe qui. Donc là finalement il gagne en crédibilité auprès de son interlocuteur et donc il va permettre de le verrouiller pour pas que Poisson porte plainte bien plus tard. Quelques jours plus tard, contrat signé. Chèque encaissé. À l'époque, les chèques sont encore au porteur et donc c'est très facile de rentrer dans une banque, de l'encaisser et de filer. Victor disparaît. Poisson attend. Rien. Il va au ministère. Il demande la date de démolition. On le regarde comme un fou. Il a été escroqué. Le plus cocasse dans l'histoire, c'est quand Poisson va au ministère en demandant la date de démolition de la tour Eiffel. Donc là, on imagine la satisfaction de Lustig qui doit se dire finalement ça a dépassé mon arnaque, toutes mes espérances. Et finalement, c'est le côté ludique d'une arnaque, c'est pour l'arnaqueur de voir ses coups réussir. Et puis on peut se dire finalement qu'il y a une morale dans toute cette affaire, puisque finalement Poisson c'est l'arroseur arrosé, et que c'est en jouant le bandit malhonnête qu'il se fait avoir. Donc finalement, il y a peut-être un petit peu de morale dans toute cette escroquerie. Mais il ne porte pas plainte, parce qu'il a tenté de corrompre un fonctionnaire, parce qu'il a voulu profiter d'un marché secret, parce que révéler l'affaire, ce serait se détruire lui-même. Il s'est mis lui-même dans l'illégalité. Victor a vendu la tour Eiffel, et personne n'a rien dit. Pour beaucoup, cela aurait suffi, mais pas pour Victor Lustig. Et en définitive, l'affaire, elle n'éclate pas. Poisson n'a pas déposé plainte.
Mais un arnaqueur, quand il a une bonne combine comme ça, il n'est pas prêt de la lâcher. Donc il va remonter à Paris pour trouver un nouvel acheteur. Grisé par ce succès, il ne s'arrête pas. Il recommence. Parce que les grands arnaqueurs n'ont pas 10 tours dans leur poche, mais 1 ou 2 qu'ils reproduisent et continuent d'améliorer. Même scénario, même méthode, même hôtel Crillon, même limousine, même discours confidentiel. La plupart des escrocs ont un peu leur spécialité, hein. C'est leur mode de fonctionnement, leur métier, j'allais dire pour certains. Ils ont verrouillé l'escroquerie, ils ont travaillé dessus à plusieurs reprises. Donc si une escroquerie fonctionne, autant la faire perdurer le plus longtemps possible et ramasser le plus d'argent possible. Mais cette fois, quelque chose cloche. Un des ferrailleurs doute, vérifie discrètement, contacte le ministère. La supercherie est découverte en quelques heures. Victor sent le danger. Il s'enfuit à temps. Il traverse la frontière vers l'Autriche. La presse s'enflamme. Le scandale éclate. 7 pays lancent des recherches actives contre lui, pour des dizaines d'escroqueries accumulées. Victor Lustig ne remettra plus jamais les pieds en Europe. Il retourne aux États-Unis. Dans les années 1930, le pays traverse la Grande Dépression. Les banques vacillent. La confiance est fragile. Et Lustig voit là le terrain parfait pour un dernier chef-d'œuvre. Avec un complice, il passe à un niveau encore plus dangereux. Il s'associe à un graveur hors pair, William Watts. Ensemble, ils produisent des faux billets d'une qualité exceptionnelle. Pas des copies grossières. Il les blanchit. Il fréquente les hippodromes américains. Lustig sur les champs de course, et c'est devenu les rois du blanchiment d'argent. Ça n'existait pas encore. Ça a été le premier. Il parie avec de la fausse monnaie et récupère de l'argent véritable. Et donc ces gains, bien sûr, ce sont de vrais billets. Il parie avec de la fausse monnaie, il en récupère de la vraie, et ainsi il blanchit beaucoup d'argent. Il devient l'un des premiers grands blanchisseurs d'argent de l'histoire moderne. Pendant 5 ans, ce trafic prospère dans la plus grande discrétion. Mais il devient trop gros, trop visible. Il menace directement la stabilité financière des États-Unis. Cette fois, ce n'est plus une question d'ego ou d'humiliation. C'est le gouvernement américain qui entre en jeu. Le Secret Service, créé précisément pour lutter contre la fausse monnaie, lance une traque méthodique. Filature, recoupement, identité croisée. Victor multiplie les faux noms. Mais cette fois, le filet se resserre. Le 10 mai 1935, il est arrêté, condamné à 15 ans de prison ferme, envoyé à Alcatraz, l'île prison, le lieu où l'on enferme ceux qui ne doivent plus jamais nuire. Lui, c'est un arnaqueur. Mais la prison, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas taillé pour ce genre de régime. Là-bas, ironie du sort, Al Capone est déjà incarcéré pour fraude fiscale. Le parrain, qui n'a jamais su qu'il avait été grugé des années plus tôt, le protège jusqu'au bout. Et il va le protéger tout au long de sa vie. Pourquoi? Mais parce qu'Al Capone n'a jamais su vraiment qu'il avait été grugé. Une protection musclée. Une dette que Capone croit devoir à un homme honnête. Victor Lustig meurt le 11 mars 1947 dans un hôpital-prison du Missouri. Sa mort en prison, quelque part, arrange beaucoup de monde. C'est pas très crédible, mais enfin, il a fréquenté du beau monde. Et son retour à la vie civile n'était peut-être pas attendu. Pneumonie officielle. Mais beaucoup doutent encore aujourd'hui. Trop d'ennemis, trop de secrets. Le blanchiment de fausse monnaie qu'il faisait pouvait gêner encore beaucoup de monde, donc on peut se douter qu'il n'est pas forcément mort de pneumonie. Victor Lustig n'a pas laissé de fortune, pas d'empire, pas d'héritier. Mais il a laissé autre chose, une leçon brutale. Il a prouvé que l'autorité repose souvent sur des symboles, la confiance peut être fabriquée, et que ceux qui se croient intouchables sont souvent les plus faciles à tromper. Victor Lustig est mort, mais son histoire, elle, ne disparaît pas. Parce que ces méthodes existent encore, parce que ces techniques sont toujours utilisées, parce que le monde moderne repose toujours sur des récits auxquels on choisit de croire. Et c'est précisément ce que cette histoire nous oblige à regarder en face. Victor Lustig n'était pas un magicien. Il n'avait aucun pouvoir surnaturel. Il avait compris une chose simple et profondément dérangeante. Les gens ne croient pas ce qui est vrai. Ils croient ce qu'ils ont envie de croire. Il n'a pas vendu la Tour Eiffel parce qu'il était plus intelligent que les autres. Il l'a vendue parce que personne n'a osé poser la seule question qui aurait pu tout faire s'effondrer. Et si son histoire nous fascine encore aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'arnaque elle-même. C'est parce qu'elle révèle à quel point nos systèmes, nos institutions et parfois même
notre propre jugement, repose sur la confiance et sur la peur de paraître naïf. Victor Lustig est mort en prison, mais les mécanismes qu'il a exploités n'ont jamais disparu, ils ont simplement changé de visage, de décor, d'époque. Aujourd'hui encore, des individus utilisent les mêmes leviers. L'autorité fabriquée, le discours rassurant, l'urgence, la promesse exceptionnelle et le silence de ceux qui n'osent pas douter. Et si vous pensez que cette histoire appartient au passé, alors posez-vous une dernière question. Et si Victor Lustig existait encore aujourd'hui, sous une autre forme? C'est précisément ce que nous analysons. Dans notre documentaire consacré à Aurélie B., une affaire contemporaine qui illustre, presque trait pour trait, les mêmes mécaniques de manipulation, dans un monde pourtant censé être plus informé, plus connecté, plus vigilant. La vidéo est disponible sur la chaîne. Lien en description. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Si cette histoire vous a troublé, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel est le mensonge que vous avez déjà eu envie de croire. À très vite pour un prochain sujet.